Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 28 octobre 2024. Alors 28 octobre 2024, 95 ans après le crash boursier de 1929. La semaine d'Halloween avec les chiffres de l'emploi à la fin de la semaine, plus le PCE, plus les jobs, plus les chiffres ADP, plus 37% du S&P 500 qui va publier ses chiffres trimestriels cette semaine. On a de quoi fêter ça. Alors je ne sais pas si on va fêter ça de la même manière dont on a fêté ça en 1929. J'espère pas, bien évidemment. Mais bref, il faut quand même le dire, aujourd'hui, ça fait 95 ans que le marché s'est fait déglinguer de plus de 12% intraday parce que tout d'un coup, après avoir fait un plateau à haute altitude pendant des mois et des mois, après avoir été convaincu pendant des mois et des mois que les marchés ne pouvaient plus baisser, eh bien en 1929, les marchés ont fini par craquer. Mais pour l'instant, nous, on n'en est pas là. On est toujours en pleine euphorie. Après une semaine de mon absence, je suis hyper content de vous retrouver. Un peu moins content de me lever à 4h du matin pour recommencer. Mais quand même, je suis très content de vous revoir ce matin. Et donc, on attaque tout de suite avec le point de ce début de semaine. Donc s'il faut retenir une chose, c'est que les marchés sont indestructibles. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe l'instabilité qu'il y a dans le monde, on est hyper solide. Alors je sais pas, j'ai passé un peu de temps à rien foutre la semaine dernière, mais depuis que je suis revenu, j'ai regardé beaucoup les infos, j'ai regardé beaucoup Internet, j'ai trouvé pas mal d'informations, j'ai suivi ce qui se passait au niveau politique, au niveau géopolitique, au niveau économique, au niveau situation globale, au niveau stabilité ou instabilité, on va dire plutôt instabilité, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de raisons de se poser des questions sur cette capacité à tenir aussi fort dans les marchés financiers. Hier encore, je regardais une émission sur une chaîne télé importante en Europe, on va dire, qui parlait des élections américaines et qui montrait la situation américaine en ce moment, des gens qui se faisaient virer de chez eux à tour de bras parce que les loyers étaient trop chers, parce qu'ils n'arrivaient plus à soutenir le coût de la vie. On en parle encore dans le Swiss Bliss ce week-end. Les cartes de crédit explosent, enfin les dettes sur les cartes de crédit explosent, mais en plus les gens qui ne peuvent pas rembourser ces cartes de crédit, ça explose aussi. Mais à côté, l'économie, semble-t-il, va super bien. Le marché immobilier est au plus haut tous les temps aux États-Unis. Il n'arrête pas de monter. On aura d'ailleurs des chiffres cette semaine, le S&P Case-Shiller Index demain, qui nous donnera une bonne idée de la situation, mais c'est toujours très cher. Enfin, si vous gagnez 50 000 $ par mois, vous pouvez vous acheter une maison, il n'y a pas de problème. Bien que ça pourrait être compliqué dans les années qui viennent, mais pour l'instant, ça continue à être très très cher et ça devient de plus en plus inaccessible. Il y a une instabilité géopolitique mondiale dont on va même pas revenir dessus, mais vous prenez l'Ukraine. Alors l'Ukraine, maintenant, il y a des soldats nord-coréens qui viennent se battre avec les Russes. Et comme dans Rambo, c'était pas leur guerre non plus. Vous avez Israël et Iran qui jouent au ping-pong avec des drones et des missiles pour savoir qui c'est qui va arrêter en premier ou qui c'est qui va relancer sur le jeu pour savoir qui sera le prochain à tirer des missiles sur l'un ou sur l'autre. D'ailleurs, on a eu un exemple absolument magnifique en fin de semaine, puisque tout d'un coup, le pétrole a commencé à monter vendredi soir. Il y avait des gens qui devaient être mieux informés que les autres et qui ont acheté en sachant qu'Israël allait peut-être répliquer durant le week-end. Et puis, il y a des gens qui étaient encore mieux informés, qui ont profité de cette hausse du baril pour le shorter, justement, puisqu'ils savaient qu'Israël allait répliquer pendant le week-end, mais qu'ils n'allaient pas taper sur les raffineries pétrolières. Et donc, du coup, le pétrole ne serait pas impacté. Résultat, le pétrole a explosé vendredi soir. Et puis, comme les raffineries iraniennes sont toujours debout ce matin, eh bien, le pétrole s'est repété la gueule. Et ce matin, on tourne autour des 68 $. Donc, il y avait quand même un joli profit à faire, pour autant que vous soyez plus égaux que les autres en termes d'informations sur ce qu'allaient faire les Israéliens. Mais ceci est une autre histoire. Instabilité encore. Aux États-Unis, on voit que le prochain président ou la prochaine présidente sera plus ou moins tiré au sort. C'est ce qui ressort des sondages, puisqu'ils sont plus ou moins au coude à coude, même si vous pourrez toujours trouver des sondages qui vous disent que Trump va gagner à 85% et des autres sondages qui vous diront aussi que Kamala Harris peut gagner à 85%. Résultat, eh bien, ça risque d'être du coude à coude. Certains disent qu'on ne sait même pas si on aura un résultat le 5 novembre et s'il faudra pas attendre 3 semaines pour qu'ils aient fini de recompter tous les États américains. Bref, l'instabilité est omniprésente. Mais c'est pas grave, on s'en fout complètement. Alors la seule chose que l'on constate, c'est qu'on va se concentrer sur les résultats trimestriels, mais aussi sur les chiffres économiques. Cette semaine, c'est probablement la plus grosse semaine
de l'année. J'ai déjà dû le dire à peu près, je pense, 32 fois cette année, mais là, vraiment, celle-ci, elle est très très grosse. Je vous l'ai dit, 37% du S&P 500 qui va publier, dont 5 Magnificent 7 entre demain et jeudi soir. Vous aurez les chiffres de la confiance du consommateur, vous aurez également les premières estimations du PIB américain, on aura les chiffres ADP de l'emploi, tout le monde s'en fout, sauf s'il y a un gros écart. On aura bien évidemment les jobless claims comme tous les jeudis, qui ne veulent rien dire. On a assez parlé des continuing claims hier durant le Swiss Bliss. Nous aurons également, bien sûr, le PCE jeudi qui nous mettra un clou définitif sur le cercueil de l'inflation, si tout va bien. Et puis, vendredi, pour fêter le lendemain de l'Halloween, quand on aura fini de jouer au clown déguisé en squelette pour aller chercher des bonbons, eh bien, vendredi matin, on aura les chiffres des non-farm payrolls qui vont nous déterminer l'avenir. Encore une fois. Alors, ces chiffres-là vont être hyper intéressants cette semaine, puisque souvenez-vous, le mois dernier, ils ont pris tout le monde à contre-pied, nettement meilleur que les attentes. C'est fabuleux. Ça engage dans tous les sens. Ce mois, il faudra voir comment ça se passe, parce qu'on voit quand même que les deux typhons, les deux hurricanes qu'on a eu en Floride ces derniers temps, ont fait quand même beaucoup de mal à l'emploi, et donc il pourrait aussi y avoir peut-être 2-3 conséquences. À moins que le BLS, dans sa grande mensuétude classique, nous ressorte un chiffre bien magouillé à soi et qui nous montre qu'ils ont créé 400 000 emplois sur le mois d'octobre. Tout ça pour fêter l'élection de Kamala Harris. Eh bien, on va pas dire que c'est un petit peu manipulé, mais en tous les cas, ce sera hyper intéressant de voir ce qu'ils vont nous sortir en fin de semaine. Parce qu'autant vous dire que vu ce qui vient de se passer depuis 5 semaines, s'ils nous sortent des chiffres beaucoup plus forts que les attentes, on pourra commencer à se poser des questions sur la capacité ou sur l'honnêteté ou sur la franchise claire et nette du bureau of Labor Statistics. Mais ça, c'est un autre sujet que je me réserve. On pourra en parler le week-end prochain dans le Swiss Bliss parce qu'il y aura certainement des choses à dire puisqu'à partir de toute façon, depuis samedi prochain, ce sera élection américaine, élection américaine, élection américaine. Pour ce qui est de maintenant tout de suite, eh bien, on a un petit lundi d'échauffement. Alors, stretching, course à pied, décrassage, faut pas forcer ce matin. Ni cet après-midi. Par contre, après, à partir de demain, ça commence très fort parce que avalanche de publications. Alors aujourd'hui, il y aura quand même, bien sûr, des boîtes comme Ford qui vont publier, mais à partir de demain, ça va commencer à être du sérieux puisqu'on aura Alphabet après la clôture, qu'on aura aussi des boîtes comme Novartis en Suisse qui vont publier ou UBS dans le courant de la semaine. Et puis après, bien sûr, comme vous le voyez sur la liste qui s'affiche, eh bien, une avalanche de grands noms puisque Microsoft, Meta, et puis Apple seront de sortie, Amazon également. Donc il y aura largement de quoi s'amuser. Et quand on voit comment le marché se comporte aujourd'hui avec les résultats trimestriels, à savoir si c'est bon et puis que les commentaires du management sont positifs, le titre explose. On a vu avec l'histoire de Tesla la semaine dernière. Et si c'est un tout petit peu timoré, eh bien ça risque d'être excessivement violent. Il y a aussi un chiffre qui va être très intéressant cette semaine, c'est les publications de McDonald's. McDonald's qui, vous l'avez vu, a beaucoup souffert de cette histoire de bactéries E. coli. Aujourd'hui, ils ont recommencé à vendre normalement les produits comme d'habitude en disant qu'ils avaient réglé le problème. Il sera quand même super intéressant de voir la conférence de presse qu'ils vont nous faire cette semaine après leur publication des résultats. Cette conférence de presse devrait être plutôt rassurante et puis comme je vous l'ai montré hier aussi dans le Swiss Bliss, si on fait le point avec ce qui s'est passé sur Chipotle il y a quelques années en arrière, généralement on oublie assez vite ce genre de soucis et même si ce genre d'événement vous donne moyennement envie de retourner au McDo demain, faites-moi confiance qu'un jour ou l'autre, ça reviendra, et ça revient toujours, en tout cas, pour la majorité d'entre nous, bien sûr. Donc ça sera plein de choses qui seront intéressantes à surveiller. Évidemment, on reparlera au fur et à mesure de cette semaine de tous ces chiffres qui vont nous tomber dessus. Le petit détour par les attentes du marché, il faut quand même bien voir une chose, c'est que quand on regarde les statistiques qu'on a aujourd'hui, eh bien, c'est une des meilleures saisons de résultats jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, eh bien, la plupart des résultats sont au-dessus des attentes. Alors c'est bien, les chiffres sont en dessus des attentes, on est plutôt content. Là, je crois qu'on frise les 78, 80 ou 82% peut-être même de résultats meilleurs que les attentes, donc c'est exceptionnel. Il faut remettre ça un tout petit peu en perspective, parce qu'un analyste, il faut quand même bien comprendre qu'il fonctionne d'abord avec un temps de retard. Il fut un temps où ils essayaient d'anticiper. Aujourd'hui, ils réagissent surtout sur les publications des sociétés. Donc quand une société vous sort des résultats pourris sur un trimestre ou un petit peu timorés, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font les analystes? Eh bien, ils révisent leurs attentes à la baisse. Et plus les commentaires de la société sont prudents et conservateurs, plus ils vont réviser à la baisse pour le prochain trimestre. Parce que oui, si le CEO vient vous dire « Ouais, ça va être compliqué ces prochains temps, faut pas trop attendre de notre part », donc du coup, ils vont
corrigé à la baisse, ce qui fait que finalement, le trimestre suivant, ce sera beaucoup plus facile. Alors, ce qui s'est passé ces derniers temps, c'est qu'on a eu des résultats exceptionnels et ces derniers trimestres, et logiquement, les analystes commencent à se sentir un tout petit peu essoufflés. Donc, ils ont réduit les attentes de certaines boîtes. On l'a vu pas mal sur des grandes sociétés où finalement, on ajuste les price targets, on passe de strong buy à conserver, on revient un petit peu sur des attentes un tout petit peu plus conservatrices. Et qu'est-ce qui se passe pour les boîtes qui sont dans une croissance relative? Eh bien, quand ils arrivent au trimestre suivant, c'est encore plus facile de battre les résultats, donc on a des bonnes surprises. Donc il faut toujours faire attention avec ce concept de bonne surprise ou de meilleur que les attentes, parce qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, c'est toujours en fonction des attentes des analystes. Et puis, si vous rajoutez là-dessus la couche supplémentaire, c'est qu'on se rend compte ces dernières années qu'en fait, il y a deux écoles. Vous avez l'école officielle, les chiffres que les analystes publient, communiquent à leurs clients, et puis de l'autre côté, vous avez les chiffres officieux, ceux qu'ils ont dans leur tête et puis ceux qu'ils échangent entre eux à la cafétéria. Ce qui veut dire que quand ils arrivent au résultat fin du trimestre, eux, ils attendaient, je sais pas, 14 cents par action. La société sort 15 cents par action, puis après, vous apprenez que eux, finalement, ils auraient quand même préféré 18. Donc, du coup, ils sont déçus. Mais ils l'ont pas dit avant parce qu'ils voulaient pas dévoiler qu'ils étaient super bien informés. Donc, voilà, on rentre dans une période de résultats où tout sera une question d'interprétation par rapport aux attentes et également par rapport à la communication qui sera faite par le management derrière. On l'a vu la semaine dernière avec l'exemple de Tesla. Tesla, vous avez ceux qui détestent Tesla, ceux qui adorent Tesla. Il n'y a pas vraiment de juste milieu. Et là, eh bien, ce que nous a sorti Elon Musk, les chiffres sont bons, sont meilleurs que les attentes. Il y a des bonnes surprises. Visiblement, ça marche mieux que les voitures chinoises aux États-Unis. Pour l'instant, c'est pas encore une monstre surprise. Ça risque de l'être encore mieux quand Trump sera élu, s'il est élu, parce qu'il y a de fortes chances que les tarifs douaniers sur les voitures chinoises, ça risque de passer du simple au double. Mais en tous les cas, ce qu'a annoncé Tesla, c'était bien, mais il y a aussi l'engouement que vient mettre Musk derrière, en disant que tout va bien, qu'ils sont les meilleurs et que dans quelques années, tout le monde roulera en Cybertruck parce que c'est trop cool quand même. Résultat, vous avez vraiment tout ce côté communicatif après la publication des résultats qui ont aussi beaucoup d'importance. Tout comme l'ensemble des chiffres économiques qui sortiront cette semaine, ce sera aussi une question de comment est-ce qu'on va les interpréter. Toujours est-il qu'aujourd'hui, on est quasiment au plus haut de tous les temps un petit peu partout. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux États-Unis. On voit que pour l'instant, on attend de voir un peu ce que la tech va nous annoncer cette semaine. Mais ce matin, les futurs sont nettement en hausse parce que Israël n'a pas rasé l'Iran à coups de bombes nucléaires, donc c'est un soulagement. Deuxième soulagement, les raffineries pétrolières sont toujours debout, donc ça n'implique pas non plus le baril. On peut continuer à se dire que ça peut ralentir. C'est toujours assez intéressant parce qu'on se dit le baril va plus bas parce que l'économie est en train de ralentir, puis à côté de ça, vous avez les marchés qui continuent à monter comme des malades. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut retenir ce matin, lundi matin, c'est qu'on a cette capacité phénoménale à finalement ne voir que le verre à moitié plein, à voir que les bonnes choses. Je rappelle encore une fois qu'on n'a pas vu les mauvaises continuing claims, qu'on n'a pas vu l'explosion de la dette américaine, qu'on ne veut pas parler de l'endettement via des cartes de crédit, on ne montre pas le ralentissement que certains Américains, les moins fortunés, sont en train de vivre de manière extrêmement violente aux États-Unis et qu'on refuse de voir une certaine instabilité. Donc c'est un marché qui est extrêmement optimiste et tant qu'il ne change pas d'orientation, il ne faudra pas aller contre le train. Pour l'instant, on est en train de faire un plateau à haute altitude sur le S&P 500, comme on l'a fait en 1929, mais ça c'est une coïncidence. Et maintenant, il va falloir voir comment on va digérer cette plus grosse semaine de l'année avec cette avalanche de chiffres dans tous les sens qui ont quasiment tous la capacité de nous faire tourner la veste ou en tout cas nous faire poser des questions ou en tout cas nous donner la capacité de nous poser des questions sur l'avenir géopolitico, économico, stratégico, micro et macroéconomico de ces prochaines semaines. Voilà ce que l'on pouvait retenir aujourd'hui. La liste des choses que l'on attend cette semaine est très très longue. Ça tombe bien parce qu'on va se revoir 4 fois cette semaine pour décortiquer tout ça au fur et à mesure. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de venir me retrouver demain, de la commenter si ça vous dit. En tous les cas, nous on se retrouve demain pour voir comment s'est passée cette première journée. Pour l'instant, ça a l'air hyper bien parti parce que les futurs sont déjà en folie pour fêter le fait qu'il n'y a pas eu d'escalade pour le moment au Moyen-Orient. Très bonne journée, très bon début de semaine à tous et puis comme d'habitude, à demain. Bye bye.